Une pause tendresse et reconnaissance pour nos mères. Ces héroïnes de nos vies ont été portées en triomphe dimanche dernier. C'était à l'occasion de la journée internationale à elles consacrée. Petits et grands enfants ont célébré l'amour et l'engagement de ces femmes aimantes, dévouées, présentes, attentives, patiente, compréhensive, bienveillante, généreuse, maternelle, protectrice, attachante, amusante et clairvoyante. La douceur des poèmes déclamés, la senteur exquise des fleurs offertes et la sonorité des chansons berçantes conservées dans nos âmes d'enfants ont été mises à contribution pour leur rendre hommage. C'est tout comme des dessins et portraits, crédits de communication, argent, vêtements, chaussures et bijoux donnés à ces merveilles de mères qui ont consenti d'énormes sacrifices pour l'éducation de leur progéniture. Dans cet océan d'amour agrémenté aussi et beaucoup par des cartes de vœux online, des pensées et prières pour nos formidables mamans partis trop tôt, quelques-uns ou quelques-unes ont manqué à l'appel à un devoir de reconnaissance peut-être dû à l'oubli ou tout simplement à l'inexistence ou à la méconnaissance des sacrifices consentis. Et voilà qui interpelle sur les valeurs transmises par nos mères. Restent-elles toujours des modèles? Twilight confronte les avis nourris de mères, grand-mères, arrière-grand-mères et mères célibataires, attablés avec sociologues et historiens des civilisations et des religions. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installés. Mères restent-elles des modèles? C'est la thématique de Twilight ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Martine Solange Ambomo, mère célibataire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Sur la table du débat de Twilight, Dr Alassa Fouapon, historien des civilisations et des religions. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir aux milliers de téléspectateurs et bonsoir à tous mes copanalistes de ce soir. C'est un plaisir renouvelé d'être là. Joseph Arthur Atangana est sociologue à l'université de Yaoundé 1, chercheur au CEREX. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous, Dame Carlette. Une fois de plus pour cette invitation, je vous renouvelle également mes remerciements. Je salue également les millions de téléspectateurs et mes copanélistes. Et puis, last but not the least, en présentiel, maman Madeleine Mayanga, mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Carlette. Merci de ton invitation. Alors, place au débat à présent et avec vous notamment Joseph Arthur Atangana, sociologue à l'université de Yaoundé 1, chercheur par ailleurs. Alors, vous vous êtes manifesté pour célébrer la fête des mères dimanche dernier et comment? Alors, je devrais dire que la fête des mères, personnellement, j'ai appelé celle qui m'a mise au monde et j'ai par la suite également appelé deux ou trois que je considère également comme des mamans. C'est donc cela qui a marqué, je pourrais dire, ma manière de célébrer cette fête des mères. Si j'ai demandé, j'ai pris de leurs nouvelles, je les ai souhaité de belles choses pour la suite et cela s'est limité ainsi. Il faut bien comprendre qu'en dehors de ma personne, il y a une réalité sociale qui a également été marquée par un ensemble d'usages, de mécanismes, notamment des réseaux sociaux et autres, pour pouvoir célébrer ces mamans-là. Donc, divers individus ont procédé de diverses manières à la célébration de cette fête-là. On y reviendra. Et pour vous, docteur Alassa Fouapon, historien des civilisations et des religions, vous êtes manifesté pour célébrer la fête des mères?
Il faut que je sois sincère avec vous. Je n'ai pas célébré la fête des mères, mais je fais ce que j'ai l'habitude de faire en ce jour parce que pour moi, chaque jour de l'année est une fête. Pour moi, est une journée pendant laquelle je célèbre maman, je célèbre mes parents tant qu'ils sont encore en vie. Donc, je n'ai pas la culture d'attendre une journée particulière, une journée spécifique pour poser un certain nombre d'actions. C'est que la société, notamment les enseignements de l'islam, c'est que la tradition africaine m'enseigne en termes de respect, en termes de valorisation de la maman. Je le fais chaque jour. Donc pour moi, quand une journée comme celle-là arrive, ça peut passer inaperçu parce que je ne vois pas ce que je ferais de plus spécial que je n'ai pas l'habitude de faire au quotidien. D'accord. Alors, Martine Solange Mbomo, mère célibataire, vos enfants, ils sont encore tout petits, mais ils vous ont souhaité tout de même bonne fête des mères, ou alors c'est vous qui avez souhaité à votre maman? Mes enfants, ils sont pas vraiment tout petits. J'ai une grande fille déjà. Le dernier, il a 10 ans. Ils m'ont effectivement souhaité une bonne fête de mère avec beaucoup de bisous, de câlins. J'étais très contente. Et personnellement, j'ai souhaité bonne fête de mère à toutes mes mamans parce que Dieu À sait. toutes vos mamans, elles sont nombreuses. Oui, j'en ai. Et elles me rendent heureuse et je ne peux que leur dire merci quand c'est possible. Et la vie est ainsi faite. Par moment, il faut savoir remercier, il faut savoir dire que bon, là c'est bien, là je suis contente et c'est un peu ça. D'accord. Alors, maman Madeleine Mayanga, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, tout est dit dans cette présentation. C'est dit que vous avez des petits-fils, des arrière-petits-fils et vos enfants qui vous ont tout de même souhaité une bonne fête des mères ce dimanche dernier. Oui, elle a été vraiment cette fois-ci une fête spéciale, très spéciale. Déjà en paroisse, comme c'était dimanche, nous étions à la messe et on a eu la réunion du conseil paroissial. Le curé nous a souhaité bonne fête et il a donné à chacune de nous un paquet de biscuits. Bon, à la maison, c'était spécial. Pourquoi? Parce qu'il y avait mon petit-fils qui a été baptisé et toute la famille était réunie. Et donc, tout le monde m'a souhaité bonne fête des mères. Et ceux qui n'étaient pas là ont envoyé des vidéos, des messages à travers les réseaux sociaux. Et entre nous-mêmes, les mamans du quartier, on s'est souhaité bonne fête. Donc ça a été formidable. Et pour vous, formidable, quel sentiment ça vous fait d'être aussi porté en triomphe un jour comme celui-là? Bon, un jour comme celui-là, c'est un sentiment de fierté, parce que être mère, c'est une fierté, c'est une joie, c'est un honneur d'être mère. Donc ça donne toujours un sentiment de joie. Et surtout, c'est l'amour qui se manifeste. Quand on parle de mère, à qui fait-on allusion notamment? Il s'agit de qui? Celles qui ont donné la vie ou alors toutes les femmes sont les mères? Oui, toutes les femmes sont les mères. Parce que nous avons celles qui ont donné la vie, c'est-à-dire que les mères biologiques. Et nous avons celles qui ont adopté, qui n'ont pas eu ce privilège de donner la vie, mais qui ont adopté des enfants et qui les aiment, qui les élèvent avec amour. Nous avons même les mères de subsistance qui peuvent s'occuper des enfants qui ne sont pas les leurs. Je prends cet exemple, je suis dans un mouvement caritatif à l'église. Dernièrement, une maman, on a eu des orphelins, je peux même les appeler des orphelins parce que leur maman est folle. Elle les a abandonnés
et le papa est décédé il y a quelques années. Il y a des mamans qui ont pris ces enfants, qui se sont partagés ces enfants et qui s'occupent de ces enfants vraiment avec beaucoup de dévotion. C'est pareil pour vous, docteur Alassane Fouapone, historien des civilisations et des religions. Toutes les femmes sont des mères. Oui, en fait, dans la conception anthropologique de la femme dans les sociétés africaines, la femme est qualifiée de mère, pas forcément parce qu'elle a enfanté, mais parce que ce statut-là est inhérent à la femme. C'est elle qui est la mère de l'humanité. C'est-à-dire, quand vous retournez dans les églises, dans les textes de la Révélation, on vous dit justement que depuis Adam et Ève, la femme a justement joué en dehors d'Adam et d'Ève qui ont été créés sans passer par le ventre d'une maman. Alors toute la descendance est passée par le ventre d'une femme. Donc cette humanité que reflète la femme fait de chaque femme n'est-ce pas, une mère. Maintenant, quand on essaie de voir comment la société africaine était constituée, malheureusement, peut-être qu'on va y revenir, aujourd'hui, on est en train de déstructurer ce qui était la vie communautaire en Afrique. En fait, l'enfant n'appartenait pas à une seule maman, à une seule femme. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, vous allez voir que nos anciennes mamans pouvaient facilement faire 10 enfants, 15 enfants, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles ne supportaient pas à elles seules la charge de l'enfantement. Dès qu'elle avait enfanté, il suffisait de sevrer l'enfant. L'enfant avait telle maman. Vous arrivez dans nos villages, chaque enfant a toujours au moins 3 mères. C'est-à-dire que sa mère biologique, peut-être la coépouse de sa maman qui l'a adoptée, et une autre mère au quartier, parce qu'il y a parfois des cérémonies. Lorsque l'enfant naît, on dit, bon voilà ta mère adoptive qui va lui acheter les nouveaux habits. Donc, on faisait de l'enfant un enfant de la communauté, et chaque femme au sein de la communauté avait la responsabilité d'éduquer les enfants. Voilà pourquoi en Afrique, toute femme est considérée comme une mère. Vous avez notamment Martine Solange Ambomo, mère célibataire, dans votre propos préliminaire, dit merci à plusieurs mamans. C'est dit que vous avez la même conception du fait que toutes les femmes sont les mères. Effectivement, toutes les femmes sont les mères parce que dit la femme c'est la mère de l'humanité. Et comme maman venait de le dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas engendré un enfant qu'on ne peut pas être une bonne maman. Donc être maman, c'est avoir cette affection-là, c'est pouvoir être capable d'encadrer et de comprendre les enfants, parce que la maman, c'est celle-là qui sait comprendre, c'est celle-là qui sait aider, c'est celle-là qui sait être présent, que ce soit mauvais, que ce soit bon, et encourager son enfant à être meilleur. Et pour vous, docteur Joseph Arthur? Bon, déjà, ce qui est dit est clair. Il y a une dimension de l'universalité qui se situe dans le vocable mère. Du coup, dès qu'on est de sexe féminin et qu'on atteint un certain âge, l'âge de pouvoir enfanter, il est probable que socialement, on dise la mère de telle, mère. Donc, mère, c'est généralement rattaché à une fonction sociale. Donc, vous réussissez donc à être à la base de la socialisation. Donc, apporter un ensemble de normes et de valeurs, les transmettre, que ce soit à des personnes venues de votre sein. À ce moment-là, on dira maman, la maman de. Alors, lorsque vous avez enfanté, vous devenez la maman de. Mais lorsque peut-être vous n'avez pas enfanté, on peut toujours vous appeler la mère, la mère. Donc, cette dimension universelle se retrouve également dispersée, disséminée dans les usages de la société, où toute personne de sexe féminin ayant accouché ou pas, mais ayant atteint un âge considérable pour pouvoir enfanter, on parle de mère.
Alors, quel est votre regard, notamment quelle appréciation est-ce que vous faites de la célébration de la journée internationale de la fête des mères? C'est une célébration qui intéresse vraiment les uns et les autres. Bon, je devrais vraiment avouer que je n'ai pas un baromètre qui me permet d'avoir les statistiques sur la représentation, sur l'usage de cette fête-là dans le monde entier. Mais ce que nous pouvons observer du point de vue des réseaux sociaux, de nos profils, c'est-à-dire ce qui peut nous parvenir, oui. On constate qu'il y a des publications, ça et là, d'individus qui célèbrent celles qui les ont mis au monde ou alors celles qu'ils considèrent comme étant celles-là qui leur ont apporté un certain amour maternel. Je dirais également que la dimension internationale de cette fête-là voudrait peut-être réitérer parce que à côté des mères, il y a la femme. Et on va voir qu'on quitte le 8 mars pour mai. Je pense que c'est une insistance sur la valeur de ce genre-là, au regard des réalités qui sont celles de la mondialisation et actuelle. Je pense que doubler la mise sur le genre féminin avec les femmes le 8 mars, les mères le 25, je pense que ça rehausse l'image de ce genre-là et je pense que c'est célébré par des personnes différemment un peu partout. Et pour vous, docteur Alassaf Wapone, historien des religions et des civilisations, la manière de célébrer ou d'observer cette journée vous satisfait complètement? Je ne jugerai pas. Je fais des observations en disant que c'est une fête qui n'est pas très connue, pas très connue, et pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle n'entre pas dans nos cultures, dans nos traditions. Il faut se le dire. Dans les sociétés musulmanes, par exemple, c'est une célébration qui est complètement méconnue. Dans le monde chrétien, c'est un peu plus ou moins valorisé, tout simplement parce que la toute première fois en 1908, quand Anna Jarvis, aux États-Unis, souhaite rendre hommage à sa maman, parce que c'est une militante américaine qui a beaucoup œuvré pour la paix pendant la guerre de sécession, qui a donc décidé d'aller dans une église où sa maman enseignait pour célébrer sa maman. Et très rapidement, cette façon de faire a pris de l'ampleur. On va attendre pratiquement 1924 où c'est toujours une organisation de femmes chrétiennes qui, en France, également, ont commencé à célébrer la maman et son rôle social au sein de la société qui sera adoptée en France en 1950 comme fête et qui progressivement s'est répandue à travers le monde et qui se fête les deuxièmes dimanches du mois de mai. Donc c'est dire que c'est une fête qui tire ses fondements dans une culture occidentale et qui aujourd'hui, par l'effet de la mondialisation, nous a contaminés. Donc c'est normal que ça se limite parfois dans les grandes villes où les gens sont un peu éveillés, où les gens comprennent un peu l'actualité internationale. Donc je dirais tout simplement, c'est une fête qui nous a été contaminée, mais ça nous permet une fois de plus de dire que la femme aujourd'hui, surtout la femme africaine, mérite d'être honorée. Et pourquoi ne pas? Moi j'ai toujours milité pour que nous créions également nos propres célébrations en Afrique. On peut dire Journée internationale des Amazones, qui rappelle à l'humanité que l'Afrique a connu des femmes très vaillantes et que les Blancs célèbrent aussi ces fêtes-là en honneur aux femmes africaines. On peut créer une journée internationale Jacques Dunquet en commémoration de cette reine qui a vécu dans le royaume Bamoun, qui est la maman du célèbre roi Njoya.
ça permet également aux autres de comprendre que en Afrique, il y a eu des femmes, il y a eu des activités des femmes dans l'histoire. Je ne suis pas très d'accord avec le fait qu'ils ne célèbrent que l'histoire qui vient d'ailleurs. Alors, pour vous, notamment maman Madeleine Mayanga, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, quand on parle de fêtes, notamment des mères, quel sens devrait-on donner à cette célébration? J'avoue que cette fête me surprend tout le temps, chaque année, puisque c'est quand on me souhaite déjà bonne fête que je réalise que c'est la fête des mères. Bon, mais comme le docteur venait de dire, c'est une fête qui n'est même pas beaucoup connue ni médiatisée. Ni médiatisée. Donc, c'est vraiment pour honorer vraiment les mamans. Il faudrait que cette fête fasse du tapage, comme par exemple la fête de la femme. La fête de la femme fait du tapage. Pourquoi pas la fête de la mère ne ferait pas du tapage aussi? Je vous avoue que je suis toujours surprise quand on me souhaite. Je ne connais pas exactement, peut-être c'est maintenant que je vais retenir que c'est tous les 25 mai. Je ne connaissais même pas la date exacte parce qu'elle est vraiment... Le deuxième dimanche du mois de mai. Oui. Elle est tombée le 25. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Et pour vous, Martine Solange Mbomo, mère célibataire, quel sens voudriez-vous qu'on donne à cette célébration? Pour moi, une maman, ça doit être honoré. Et si on pouvait encore plus parler de la mère, ça devrait encore donner le pouvoir à la maman, parce qu'il y a certains enfants qui ne reconnaissent pas l'importance d'une maman. Donc, à un certain moment, il faut attirer l'attention, savoir dire à certaines personnes que non, ici c'est ta maman. Il y a certains comportements que tu dois adopter et d'autres pas. Donc, une maman, c'est sacré, parce que être orphelin ou orpheline de mère, c'est quelque chose que si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas ressentir vraiment l'absence d'une maman dans ta vie. Donc, honorer la maman, c'est lui donner ce qu'elle a de droit, ce qu'elle mérite. Et chaque femme, en tant que mère, fait tout pour être digne, fait tout pour élever ses enfants. Peu importe la manière qu'elle s'y prend, ça peut être mauvais, ça peut être bien, mais toujours on va y revenir. Et pour ajouter de l'eau à votre moulin, notamment Joseph Arthur Tangana, sociologue, signaler quand même qu'il y a des personnes qui refusent absolument d'observer cette célébration, notamment certains se plaignent d'avoir été abandonnés par leur génitrice, avoir été élevée parfois par des maracles ou l'épouse de leur papa et avoir vécu des maltraitances. Vous pensez que c'est justifié? Non, au-delà de cela, il y a même que c'est un peu, je pourrais dire un pléonasme, dont on me rappelle un peu inutile, parce que lorsqu'on rend, il y a un historien des civilisations, l'essence sociale africaine est matriarcale. Donc, la société africaine se conçoit autour d'une matrone là qui conçoit cette société, c'est elle qui procrée et puis ça s'organise autour. Donc, dire que on célèbre cette dame-là, d'aucuns disent, mais attendez un peu, c'est elle, on est avec elle tout le temps, on lui voue un certain respect et tout. Venir encore nous demander de célébrer cela à un jour particulier, vraiment, ce serait un peu redondant. Donc, c'est ce que nous faisons déjà tout le temps. Maintenant, pour ceux qui ont un rapport particulier avec leur maman, qui peut
aboutir à des réalités d'inamitié, de mésentente et autres, ou d'abandon, comme vous le dites. Ce sont des réalités, je dirais, particulières. Mais dans le grand ensemble, il y a un rapport filial que l'enfant a avec sa maman. Les réalités sociales dans l'évolution de l'individu peuvent justifier qu'à un moment donné, il soit distant. Le docteur présentait parfois que l'enfant n'était pas l'enfant de la maman, il était l'enfant de la famille. Donc vous étiez appelé à être envoyé soit chez la sœur, soit chez une tante éloignée ou autre, pour qu'elle vous apporte quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'existant au moment où vous êtes avec votre maman. Nous prenons la réalité, parce que je parle avec Jeanne Bizilia qui théorise les femmes du Sud, chefs de famille. Vous savez, il y a eu la crise en Afrique dans les années 80, ce qui fait qu'il y avait le village, la paysannerie d'une part, où on menait certaines activités quasi monotones d'agriculture, et la ville. À un certain moment, la structure faisait que les villages avaient l'éducation jusqu'à un certain niveau. Il fallait donc qu'après avoir eu le CEP ou autre diplôme, en fonction de la réalité, qu'on vous envoie ailleurs. Et donc vous pouvez donc être amené à évoluer là-bas, à être socialisé à de nouvelles choses qui font que tout de suite vous n'avez pas le retour direct vers le village et donc nouer un rapport permanent avec votre maman. Cette distance-là peut donc se créer sur cette base-là. Mais d'autres également peuvent construire des distances sur la base peut-être de désaccords, peut-être sur les choix d'itinéraire de vie. L'enfant qu'on éduque à peut-être devenir un grand avocat demain, qui décide d'être artiste et qui se justifie, les parents peuvent lever les mains et dire, bon, comme tu veux aller dans ce sens, moi je ne suis plus avec toi. Ce désaccord-là va créer la distance et le jour de la célébration, cette scission-là va continuer. Il ne va pas rappeler. Il ne va pas appeler la maman. Ou s'il rappelle, c'est peut-être pour rappeler que bon, je suis déjà en train de faire telle ou telle chose. Et ce n'est pas parce que tu m'as interdit cela que je ne suis pas arrivé. Donc il y a ces réalités-là qui sont un peu disparates. Mais la plupart du temps, théorisé même par Freud, complexe d'Oedipe qui fait que les hommes aiment les femmes aiment les jeunes garçons aiment leur maman, les jeunes filles aiment leur papa. C'est quand même pour dire qu'il y a ce lien-là entre un enfant et sa mère, quelle que soit la réalité. Et ce lien devrait demeurer malgré l'abandon notamment, maman Madeleine Mayanga. L'abandon de... Malgré l'abandon, est-ce que les enfants devraient conserver ce lien qui semble exister, ce lien, cette filiation-là, ce sentiment? Oui, ce sentiment vraiment ne disparaît pas parce que quand vous élevez un enfant... Pour ceux qui n'ont pas été élevés par leur mère, qui ont été abandonnés. Oui, c'est ceux qui ont été abandonnés par leur mère. Et si on leur dit un jour que voilà, ou bien on leur dit voilà ta maman là-bas, ta vraie mère. Je vous assure, cet enfant, tout ce que l'autre mère a fait sera nul. Il va vraiment aller vers sa maman. Parce que quelque part, le lien, il y a un lien qui existe. Par exemple, une maman qui élève ses enfants seule. Peut-être le père les a abandonnés. À partir du moment où l'enfant, on lui dit voilà ton père, mais il va aller vers ce papa. C'est quand il aura une déception quelque part, c'est là où il revient. C'est là où il revient vers sa maman. Il comprend que bon, maman, c'est maman qui m'a vraiment aimé. Donc ce lien existe même quand on a abandonné un enfant. Pareil pour vous, docteur. Oui, je pense que au-delà même
de ceux qui aujourd'hui estiment qu'ils ont été abandonnés, il faut quand même qu'on relève ces réalités, que les jeunes de plus en plus n'ont plus la culture du respect des parents. C'est-à-dire ça, on l'observe au sein de la société, au quotidien. Mais il faut que les jeunes, il faut que les enfants comprennent que le lien entre vous et le parent, c'est un lien qui est construit sur le plan social, mais le lien est d'abord spirituel. C'est-à-dire que vous avez passé pratiquement 9 mois dans le ventre. Vous savez, il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait que si on demandait à un enfant de rembourser un seul coup de poing qu'il a donné quand il était dans le ventre de la maman, quel qu'en soit le bien qu'il fera, il ne pourra pas récompenser les nuits sans sommeil de la maman. Donc, il peut arriver qu'au moment de l'accouchement, que la maman rencontre un certain nombre de difficultés, qu'elle se trouve elle-même abandonnée, que ce soit par le père, par la famille ou par la société, et qu'elle soit obligée d'adopter un comportement vis-à-vis du jeune enfant. Mais je vous assure, une femme élevée dans les conditions normales, qui est dans une société bien structurée, ne peut pas avoir le courage d'abandonner son enfant. Ça, c'est une garantie. Les enfants doivent comprendre cela aujourd'hui et donner ce qu'on appelle en droit les circonstances atténuantes aux mamans qui n'ont pas eu cette grâce, cette chance-là de garder les enfants près d'elles au sein de leur giron, de leur pardonner parce que cette distance-là, ça peut également être source de difficultés de vie pour l'enfant. Vous avez parlé d'un phénomène qui s'observe dans la société, notamment celui des mères célibataires. On a l'impression qu'elles se recrutent de plus en plus. C'est un phénomène explicable? C'est un phénomène explicable. Et il faut justement qu'au niveau de nos pays, qu'on pense à ce problème. Alors, le premier phénomène vient d'où? Ça vient des mouvements féministes qui, à un moment donné, ont, avec notre rapport à la colonisation, déstructuré l'organisation sociale africaine, où on estime que la famille n'est plus au centre de tout. C'est-à-dire le simple fait, parce que dans nos sociétés, la plupart des sociétés culturelles traditionnelles, bon, je travaille beaucoup plus sur les sociétés islamiques, on mettait dans la tête de chaque, et c'est le conseil que je donne aux femmes, ça peut arriver, mais je leur dis toujours, le meilleur pour vous, c'est d'accoucher au sein d'une famille. Parce que quand vous accouchez au sein d'une famille, même si le père de l'enfant est têtu, de temps en temps, sa maman va lui triller les oreilles. Et il faut faire attention à la fille d'autrui. Mais la femme se retrouvait face à une situation où elle est abandonnée à un certain âge. Elle est abandonnée par sa propre famille. Abandonner, ça ne veut toujours pas dire qu'on dit « oh, ça va-t'en ». Non, c'est juste que les parents prennent soin d'elle jusqu'à un certain moment où ils se fatiguent. Ils commencent à dire, bon, tu es déjà une grande femme, il faut savoir te débrouiller. Entre-temps, les hommes sont devenus irresponsables. Chaque homme a peur du mariage. Et nous avons aussi accepté d'aller vers la monogamie. C'est-à-dire la monogamie, ça réduit. Quelqu'un disait qu'il ne faut pas penser la monogamie comme le fait de donner 4 femmes à un homme, mais comme le fait de permettre à chaque femme d'avoir un mari et de pouvoir élever l'enfant au sein d'une cellule familiale. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'hôpital, il y a une sage-femme, vous voyez qu'on parlait des sages-femmes là tout à l'heure, qui disait qu'elles observent dans les hôpitaux. Sur 10 enfants qui viennent au monde, pratiquement 7 sont nés au mariage. Et à la longue, notre collègue sociologue va vous dire, ça va poser un problème de la socialisation primaire de l'enfant, parce que l'enfant qui est abandonné à sa seule maman n'aura pas forcément, il y a des mamans qui se débrouillent comme elles peuvent,
Mais si elle n'a pas suffisamment d'outils, cet enfant-là ne sera pas élevé de la même façon que s'il était dans une cellule familiale. Donc c'est autant de problèmes. Il faut restructurer, il faut resacraliser le lien du mariage. Parce qu'aujourd'hui, le lien sexuel entre l'homme et la femme est désacralisé. C'est-à-dire que chacun pense qu'il peut faire son enfant quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et finalement, ça va poser un problème social avec les enfants qui ne connaissent même pas la valeur de la maman, parce qu'elle va se dire, ce n'est pas au sein d'une famille, le père ne va pas gronder, dire fais attention à ta maman, le grand-père ne va pas dire elle est avec la maman seule. Moi, je plaide pour que les jeunes femmes célibataires soient vraiment soutenues, parce que élever un enfant seul pour une femme, sincèrement, ce n'est pas une chose facile. Et parmi les soutiens, il faut reconstruire l'idée il faut pas, les hommes ne doivent plus avoir peur du mariage. D'accord, on va y revenir et on a la chance notamment d'avoir sur ce plateau une mère célibataire, Martine Solange Mbomo. C'est pas facile d'élever ses enfants seuls. Oui, c'est pas facile, pas du tout. Si une maman vous dit que c'est facile, c'est que vraiment elle ne sait pas, elle n'a pas encore vécu ça. Parce que, par exemple, moi j'en ai 3, j'ai 3 enfants. J'ai vécu avec leur papa, après on s'est séparés. Donc du coup, on s'est séparés, pas trop grave, mais ça a quand même bougé un peu. Après, chacun s'est calmé, ce qui fait que je suis le père, la mère, à la fois, ce qui fait que ce n'est pas du tout facile. Chaque jour, tu dois te lever, affronter tout ce que les enfants ont besoin. Tu dois être debout pour eux. Et par moments, je manque de force en fait. Oui. Donc je me dis que c'est facile, non. C'est juste avec la grâce du Seigneur, avec la famille et les amis, l'entourage. Quand on sait que tu te bats, à un certain moment, on te soutient aussi parce que c'est pas évident. Une mère célibataire, elle est soumise à plusieurs tensions en fait. Parce que ça peut être, il y a les enfants, il faut s'en occuper, mais il y a d'autres personnes à l'extérieur qui pensent qu'ils peuvent venir influencer sa vie. Et parfois, si la femme est faible de caractère, si tu es faible de caractère, tu perds ta dignité parce que demain, après-demain, on va dire « cette femme-là, elle est comme ça. » Or, ils viennent vers toi, mais ce n'est pas d'une bonne manière. Et la mère célibataire doit passer par plusieurs étapes. Et pour arriver à comprendre, à se maîtriser, il faut beaucoup de temps. Beaucoup. Et Joseph Arthur à Tangana, sociologue, chercheur au CEREX. Pour vous, quel regard est-ce que vous avez aujourd'hui de ce phénomène grandissant, le phénomène de mères célibataires? Bon, le phénomène des mères célibataires, on pourrait dire que selon, je m'appuie surtout sur l'ouvrage de Jeanne Biziliac, Les femmes du Sud, virgule, chef de famille. Dans cet ouvrage, cette dame, cette chercheuse, a, avec d'autres collaborateurs, étudié les femmes du Sud. Il se trouve qu'à un moment donné, comme je parlais de crise économique, nous avons eu un mode de production avant la crise économique qui mettait l'homme en avant. L'homme était le pourvoyeur parce qu'il avait un travail. Au moment où l'homme perd son travail, avec tout ce qu'on a eu, on a décongestionné certaines entreprises, on les a fermées à la fonction publique, il y a eu les coupes de salaire et tout. Il y a que certains hommes sont rentrés à la maison et ne faisaient plus rien. Sauf que qu'est-ce qui s'est mis en place? C'était des petites activités génératrices de revenus menées par
des femmes. Elle vendait, elle pouvait même être femme de ménage. Et commençait donc à ramener de l'argent à la maison. Sauf que ces années 80 et 90 correspondent également à une dimension de mondialisation un peu poussée. Parce que les institutions internationales ont mis en place un ensemble de mécanismes pour pouvoir aider financièrement les pays touchés. Sauf que c'était des packages. Et dans ces packages-là, il y avait ce petit médicament qui mettait bel et bien cette femme-là un peu plus en avant et essayait un peu de diluer par le caractère machiste des sociétés, mais faisait que les hommes reculaient un peu. Et donc la promotion de la femme s'est faite ainsi. La femme devenant donc socialement active à travers le mode de production, le travail et tout, et ramenant, les hommes se sont sentis diminués. Donc pour entrer un peu sur pourquoi est-ce que les hommes n'arrivent plus à se marier, parce que pour se marier aujourd'hui, il faut des moyens. Et vous allez constater que dans plusieurs sphères, dans certaines sphères d'activité, c'est plus le corps féminin qui est représenté. On va aller là dans la division sexuelle du travail. Vous allez voir que certains corps de métier, ce sont les femmes qui ont donc été beaucoup plus employées dans ces corps de métier-là parce que c'était eux qui étaient subventionnés par les institutions internationales. La femme monte donc. L'homme se retrouve dans un niveau où il est un peu délaissé. Quelle est la fonction sociale de l'homme à ce moment? Les tournes d'eau, les situations un peu, je n'ose pas citer des quartiers, mais pour faire des activités de jouissance. Et c'est à ce moment-là que des procréations, parce que le besoin il est biologique, il faut le dire, l'envie et tout, des femmes se sont donc retrouvées avec des hommes qui, ne pouvant pas supporter les charges familiales, mais pouvant supporter la fonction biologique avec des accouchements et tout. Là, c'est encore dans le mode où on vit en couple. Il est arrivé un moment où il y a une idée qui a circulé, le grand mot. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce mot-là, qui a été diffusé et qui se diffuse parce que lorsque j'ai fréquenté et que je peux facilement avoir un travail par rapport à un homme, je peux me faire l'homme que je veux. Je peux acquérir l'homme que je veux. Sauf qu'il y a une limite à cela. On est parfois désabusé lorsque ce qu'on a acheté ne fait pas ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a acheté quelque chose? On switch, on remplace. Voilà pourquoi, la plupart du temps, on peut se retrouver avec des femmes qui ont été avec des hommes, mais n'ont pas trouvé en ce dernier la docilité nécessaire d'un outil qu'on aurait acheté pour pouvoir vivre une vie sociale, je peux dire, commode ou normale. C'est donc dans ce mode, cette mécanisation, on transforme l'homme en un outil qui va donc générer ces abandons-là. Et l'homme se limite donc à sa fonction biologique. Procréation. Il enceinte ici, il fuit. Il enceinte là-bas, il fuit. Il disparaît. Et il disparaît. On va revenir à vous, docteur. Je reviens tout d'abord à Martine Solange à Mbommo, mère célibataire qui le vit au quotidien. Quelles sont les valeurs dans ce cas qu'une mère célibataire transmet à ses enfants? Le papa n'étant pas là, pour moi, ce que je fais en général, c'est depuis 10 ans, je suis séparée du père de mes enfants. Il est important ici de noter que l'enfant ne doit pas être au centre des problèmes des parents. Il ne faut pas traumatiser l'enfant en lui disant « Non, ton père, il n'a rien donné. Ah, vraiment, ton père, là, c'est... » Donc, il ne faut pas amener l'enfant à détester son papa. Il faut plutôt l'amener à l'aimer petit à petit. Quand il sera grand, il va comprendre que papa est comme ça, ou bien telle chose s'est passée comme ça. Parce que quand la maman reste, elle est peut-être traumatisée, elle a les problèmes dans sa tête,
elle va essayer de manifester d'une certaine manière et l'enfant sera impacté par cela. impacté. On va y revenir, c'est l'heure de marquer une pause dans cette édition de Twilight. À tout de suite pour la suite. Mais reste-t-elle des modèles? C'est la thématique de Twilight et le débat se poursuit notamment avec vous, maman Madeleine Mayanga, mais grand-mère et arrière-grand-mère. On parlait tout à l'heure des femmes célibataires, celles qui élèvent seules leurs enfants. Pour vous, c'est important d'être accompagnées? Oui, les femmes célibataires qui élèvent leurs enfants sont capables de leur donner une éducation parce que elles sont dévouées à leur éducation seules. Elles se disent, je suis le père, je suis la mère, donc si je veux que mes enfants réussissent, il faut que je mette du paquet. Elles se sacrifient pour cela et beaucoup réussissent. Beaucoup réussissent. Certaines réussissent à l'éducation de leurs enfants. Bon, il en est de même pour les veuves. Parce que quand on est veuve, on devient mère Célibataire. toute seule. Je prends mon exemple. Je suis veuve depuis 24 ans. Depuis 24 ans, j'ai élevé mes 10 enfants seuls. Depuis 24 ans, ils étaient tous adolescents quand leur papa adolescent est plus petit. Bon, je ne peux pas dire que j'ai réussi, il y a eu des trucs, je ne peux pas dire que j'ai échoué à 100%, mais j'ai d'une part, il y a eu... Donner le meilleur. Oui, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et avec beaucoup, ça c'est avec beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices parce que ce n'est pas facile pour une femme seule d'élever ses enfants. Il y avait des moments où, par exemple, quand je m'assure que tout le monde a son argent de transport pour aller à l'école, moi-même, je n'ai rien. Et je partais de Manguier, la ville, travailler à Camptel, à pied, aller et retour, jusqu'à ce que, par la providence, peut-être quelqu'un m'aide, vienne en aide comme ça par la providence. Et vous savez qu'une femme, quand elle ne va plus avec les hommes, donc personne, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Même en famille, parfois, il n'y a pas d'aide. Parce qu'on va vous dire, oh, vous êtes veuve, parce que toutes les veuves sont joyeuses. C'est ce qu'on appelle ici. On va vous dire que vous êtes veuve. Et c'est la même chose avec la mère célibataire. La mère célibataire se dévoue vraiment à fond. Certaines, bien sûr, il y en a qui sont irresponsables, c'est des cas isolés, mais la plupart, je pense qu'elles se dévouent et elles cherchent le meilleur pour l'éducation de leur progéniture. Avis partagé, docteur Alassa Fouapone, historien des civilisations et des religions. Oui, je pense que les femmes, comme je l'ai dit tantôt, ont besoin d'un soutien de toute la société pour atteindre les objectifs d'éducation. Parce que la problématique soulevée aujourd'hui est une problématique vraiment sociale et qu'il faut dresser par des politiques internes, par des politiques publiques. Tout simplement pourquoi? Parce que tout développement part de ce que les sociologues parlent la construction d'une macrostructure. C'est-à-dire que la macrostructure, c'est l'homme. Quand vous n'avez pas construit l'homme, vous ne pouvez pas avoir des infrastructures. Et la construction de l'homme, ça va passer par quoi? Ça va passer par la construction d'une enfance. C'est-à-dire l'enfance est une étape cruciale dans ce que l'être humain sera demain. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour éduquer les jeunes, pour éduquer l'enfant.
Et cette responsabilité-là, généralement, dans nos sociétés, revient aux parents. Et quand on dit ça revient aux parents, la mère est parfois pointée, pas parce que l'homme est irresponsable, mais parce que de façon biologique, de façon naturelle, les enfants aiment beaucoup plus passer du temps avec leur maman qu'avec le père. Il y a des fois, même dans la nuit, vous voyez les enfants, et quand ils se réveillent, il va chercher où se trouve la chambre parce qu'elle veut aller se coucher auprès de sa maman. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui, on puisse donner les outils à la femme pour qu'elle redevienne modèle pour la société que nous avons. Parce que la femme ne peut transmettre que les valeurs qu'elle-même a pu assimiler. Et quelles sont-elles, ces valeurs-là? Non, les valeurs sont les valeurs déjà de l'intégrité, les valeurs de la non-violence, parce que nous voyons par exemple aujourd'hui que la société devient de plus en plus violente. Et les jeunes garçons qui deviennent de plus en plus irresponsables, et j'ai souvent l'habitude de dire, je vais peut-être chuter par là, regardez très bien les programmes des organisations internationales, des ONG, des États. Ça porte généralement sur quoi? Si vous voulez avoir une ONG et avoir des projets, ça va porter sur la femme. Pourquoi ça porte sur la femme? Tout simplement parce que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il y a unanimité que si vous avez éduqué une femme, vous avez éduqué une nation. Alors, si vous n'éduquez pas la femme, ou alors si vous détruisez une femme, vous avez détruit toute une nation. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut interpeller, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les mamans qui, aujourd'hui pour moi, au regard de la mondialisation, ont abandonné les enfants à la télévision, à l'Android. Il faut qu'on recommence à organiser la société où les jeunes filles partent s'asseoir auprès des mamans pour qu'on leur inculque des valeurs traditionnelles, des valeurs africaines, le respect des aînés, le respect de la société, le respect de la pudeur, parce que la femme en Afrique est qualifiée par sa pudeur. Elle doit être respectée, et pour que la femme se respecte, elle doit d'abord se respecter et ne pas accepter qu'on lui dise n'importe quoi. C'est pourquoi j'avais refusé à l'époque. Et je disais, si j'étais un membre du gouvernement, j'aurais interdit une chanson où on disait colle la petite, colle la bêtise. J'avais dit non. Pour moi qui suis militant des droits de la femme, cette chanson-là ne valorise pas le statut de la femme et construit plutôt dans la mentalité de la jeunesse une idée d'une femme chosifiée qu'on peut coller, qu'on peut ramasser, qu'on peut employer et jeter. Et Joseph Artu à Tangana, sociologue, quelles peuvent être les conséquences? Parce qu'on en voit aujourd'hui des mères célibataires qui fuient leurs responsabilités. La plupart du temps, il y a une valeur qui demeure et même une manière d'être et de faire qui est la discipline. Lorsque la discipline, dans le respect des normes et l'application stricte des mécanismes ou des manières de faire qui aboutissent à un résultat, lorsqu'on ne le fait pas de manière efficace, il peut arriver, et il arrive la plupart du temps, que nous dévions. Ce sont donc ces déviances-là qui sont celles que nous observons, avec des mécanismes de facilité, d'obtention du gain facile. Il y a eu à un moment donné, fin des années 2023, début des années 2024, un phénomène porti-porta, lié au fait que des femmes s'expatriaient dans des zones du monde oriental pour pouvoir exercer des métiers pas très catholiques et se retrouvaient avec d'énormes sommes d'argent. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'une femme ne reçoit pas une socialisation conséquente,
et que, devenue mère, elle ne peut pas transmettre ce qu'elle n'a pas reçu. Ce qui n'est pas entré ne peut pas sortir. Maintenant, si ça ne peut pas sortir, ça va entrer autrement. Ça va donc entrer par l'environnement immédiat. Et l'environnement immédiat peut être rapporté par les médias sociaux, mais aussi par le quartier et la société environnante dans son grand ensemble. Qu'est-ce qui s'observe aujourd'hui de la société, disons, camerounaise? C'est l'intolérance, c'est la violence. Donc si vous, maman, vous n'avez rien intégré en termes de discipline et que vous n'avez pas transmis cela à votre enfant, il court le risque d'être socialisé par les acteurs secondaires. Et à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver avec un enfant qui, sa maman présentant un comportement particulier, un enfant présentant un autre comportement. Ou alors avoir un enfant qui développe de manière exponentielle ou au superlatif le comportement de la maman. Parce qu'il y a un mimétisme qui se passe entre l'enfant et sa mère. Voilà pourquoi, si l'enfant observe la discipline, moi j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il y a vraiment de l'indiscipline qui se retrouve partout aujourd'hui. Si la femme est disciplinée, travailleuse, parce qu'il faut se le dire, seul le travail paye. Ça, vraiment, on ne lésine pas là-dessus. C'est la seule valeur qui existe. Tout travail appliqué en discipline produit les fruits. Et maman Madeleine Mayanga, vous le disiez peut-être en off tout à l'heure, que le comportement de la mère a un impact sur celui de sa fille. Oui. Le comportement de la mère a vraiment beaucoup d'impact sur sa fille parce que on voit à notre époque, quand j'étais jeune, pour épouser une fille, on se renseignait. On ne rencontrait pas comme vous les rencontrez dans les réseaux sociaux maintenant, Internet et autres. On se renseignait quand tu as pointé une fille. Voir que la famille est comment, et sa maman se comporte. Si on va, par exemple, se renseigner autour des voisins. On dit, tu vas dans cette famille, tu vas supporter, la maman engueule tout le monde dans ce quartier. On commence à lui dire ça. Tu vas dans cette famille, il y a tel événement qui s'est passé. Des gens qui sont comme ça, c'est des gens. Donc, surtout le comportement de la maman, pas celui du père. Le père était toujours quelqu'un de discret, mais la maman, quand la maman se comportait bien, il n'est pas au bar tout le temps en train de boire. On va voir que, bon, si elle va au bar, ses filles vont suivre l'exemple. C'est l'exemple. Et c'est comme ça qu'on épousait les filles dont les mamans avaient des valeurs, voilà. des vertus. Je prends l'exemple chez ma maman. Je suis née à Mokolo, grandi à Mokolo. Vous-même connaissez le quartier Mokolo. Toutes les mamans, le soir, étaient au bar. La majorité. Ma maman était toujours elle avait veuve, avait beaucoup d'enfants, elle n'avait pas ce temps. Il fallait chercher de quoi manger, de quoi nourrir. Donc le temps des bars, elle n'en avait pas. Et on venait nous prendre rapidement. Les gens se disaient au bar, au quartier, mais ces maigrichonnes filles-là, elles ont même quoi, on les prend. Les gens disaient, c'est le comportement de leur mère. D'accord, c'est entendu. Alors, Martine Solange a un beau mot, mère célibataire. Quels sont les défis qui s'imposent à vous en tant que mère célibataire? Il y en a plusieurs. D'abord, en tant que mère célibataire, il faut savoir se prendre en charge. Il faut savoir être stable, premièrement, dans sa tête, avant de chercher à arranger peut-être pour les enfants. Si tu ne te sens pas bien d'abord toi-même, ça ne peut pas donner. On ne refuse pas. Il faut prendre charge des enfants, mais de temps en temps,
prendre soin de soi-même. Se dire non, les 5 minutes si c'est pour moi. Et après, quand tu es calme dans ta tête, tu peux mieux prendre soin de tes enfants. Et au final, que diriez-vous? Mères, elles restent des modèles pour vous, quelles qu'elles soient, les femmes? Oui, elles restent des modèles parce que la femme, c'est la femme. Donc, pour dire que peu importe comment on peut percevoir la femme, elle reste la mère, elle reste celle-là qu'on doit supporter, celle-là qui doit être devant. Et je profite de l'occasion pour remercier maman Yvonne, maman Sylvia, mes mamans à moi, embrasser mes bébés, Denise, Moïse et Gabriel. D'accord. Et pour vous, Joseph Artu Atangana, sociologue, mais elles restent des modèles malgré tous ces manquements qu'on peut observer aujourd'hui? Il est clair que la femme, les mères vont demeurer des mères. Maintenant, il y en aura qui seront des modèles pour aboutir à quelque chose d'apprécié socialement, c'est-à-dire qu'elles respectent les normes prescrites dans la société et aboutissent au modèle social voulu. Et il y en a qui seront des modèles pour les déviants, parce que chaque itinéraire qu'on prend, il existe des personnes qui l'ont pris et le résultat existant. Donc, il n'y a pas un itinéraire qui n'aboutit pas à quelque chose. Et des personnes fantômes ayant pris cet itinéraire. Ces personnes existent. C'est-à-dire qu'il y a des bons et des mauvais modèles. Et des mauvais modèles. Ceux qui veulent s'orienter vers les mauvais modèles iront vers les mauvais modèles. Ceux qui veulent s'orienter vers les bons modèles iront vers les bons modèles. Allez partager, Oui, nous docteur devons Alassane tous Fapol. travailler ensemble pour que la femme reste et demeure ce modèle social qui transmet des vraies valeurs de génération en génération, parce que ce que la maman est et ce que sera la société. Même au niveau, les études ont montré que même quand l'enfant est dans le ventre, ce que la maman fait, l'enfant va l'imiter. Vous voyez les enfants qui aiment beaucoup Novella TV. Parce que quand la maman a la grossesse, elle est tout le temps devant la télé. Donc il faut que les jeunes filles aujourd'hui vraiment s'orientent vers les modèles de société pour nous aider à reconstruire notre société. Maman Madeleine Mayanga, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, les mères restent des modèles. Oui, les mères restent des modèles importants pour leurs enfants parce qu'elles peuvent inspirer à leurs enfants des valeurs et responsables et leur inspirer aussi à être des personnes bienveillantes, respectueuses, comme le docteur disait tout à l'heure. Le respect des aînés, c'est important, inculquer ça aux enfants. Oui. Et travailleurs, comme l'autre docteur a souligné, travailleurs, parce que la paresse ne fait pas du bien à l'enfant. Et c'est donc le mot de fin de cette édition de Twilight. Merci de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous quatre d'être passés sur ce plateau. Martine Solange à Beaumont, mère célibataire, docteur Alassane Fapol, historien des civilisations et des religions. Maman Madeleine Mayanga, mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Et puis Joseph Artu Atangana, sociologue à l'université de Yaoundé 1. Je le rappelle, ce débat se poursuit notamment sur notre page WhatsApp, la page WhatsApp de CRTV News. Il vous est posé la question, mère, reste-t-elle des modèles et selon vous,
aujourd'hui? La mère reste-t-elle un modèle dans la société d'aujourd'hui? Vous avez à répondre entre 1, oui, plus que jamais, 2, oui, mais les repères changent, 3, non, d'autres figures prennent le relais, et puis 4, cela dépend des contextes. Voilà donc pour cette édition de Twilight du mercredi 28 mai 2025. Nos programmes se poursuivent. Restez en compagnie de CRTV News. Bonsoir.